Bonjour, je vais poursuivre la réflexion que j'avais entamée la dernière fois concernant les phénomènes de don et de contre-don dans les organisations. J'avais entamé mon grand 1, le paradigme du don comme tiers paradigme, dans le chapitre 2 consacré à la coopération, coopération appréhendée à travers le paradigme du don. J'avais notamment la dernière fois présenté les travaux de Caillé et de Norbert Alter et j'avais entamé la présentation des travaux du grand anthropologue français Marcel Mauss. Et j'avais, pour terminer ma dernière séquence vidéo, posé une question. Pourquoi le don est-il ambivalent pour Marcel Mauss? Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Le don dont parle Mauss dans ses travaux, ce n'est pas quelque chose qui est totalement gratuit, qui est totalement désintéressé. Là est l'ambivalence, là est l'ambiguïté. Il y a certes de l'altruisme dans le don, il y a toujours une part d'altruisme dans le don, sinon on ne peut pas parler de don, mais il y a aussi, nous dit Mauss, de l'intérêt derrière le don. Cependant, il n'est pas non plus totalement intéressé. Le don n'est pas non plus totalement intéressé. L'intérêt seul ne suffit pas à expliquer le don. C'est un point clé. Il faut donc retenir qu'il y a donc à la fois de l'intérêt et de l'altruisme dans le don. Il y a à la fois une part d'altruisme et une part d'intérêt, dans des proportions qui peuvent varier selon les individus et les situations. Par ailleurs, dans le don, il y a aussi de l'obligation, nous dit Mauss, plus ou moins. Cela dépend du contexte, c'est-à-dire qu'on se sent dans l'obligation de donner quelque chose à quelqu'un ou de redonner quelque chose à quelqu'un. On est toujours plus ou moins obligé de donner. C'est très net, par exemple, pour le contre-don. Mais l'obligation, elle n'est jamais totale non plus, nous dit Mauss, car subsiste toujours une part de liberté. Cette part de liberté, elle est plus ou moins grande, à savoir qu'on est plus ou moins libre de donner ou de ne pas donner. Il y a donc à la fois de l'obligation et de la liberté dans le don. Autrement dit, une part d'obligation et une part de liberté. Encore une fois, dans des proportions qui peuvent varier selon les individus et les situations, et également selon le contexte culturel. Voilà pourquoi il y a ambivalence, il y a ambiguïté à la base du don. En résumé, dans le don, il y a donc tout à la fois de l'altruisme et de l'intérêt, de l'obligation et de la liberté. À la triple obligation de donner, recevoir et rendre, bien décrit dans les travaux de Mauss, s'ajoute donc une double ambivalence qui a été bien soulignée par le sociologue français Alain Caillé, qui a relu très attentivement les textes de Mauss. L'ambivalence, intérêt pour autrui, intérêt pour soi tout d'abord, l'ambivalence, liberté, obligation d'autre part. Les phénomènes de don et de contre-don sont donc des phénomènes complexes car marqués par le sceau de l'ambiguïté. Et ces phénomènes de don sont d'autant plus complexes que le don peut s'inscrire dans une relation entre deux individus, comme dans l'exemple que j'avais donné la dernière fois. Ça, c'est le cas de la réciprocité simple. A donne à B, puis B donne à A. Mais les phénomènes de don peuvent aussi s'inscrire dans une chaîne de relations. Ça, c'est le cas de la réciprocité élargie, où A, par exemple, va donner quelque chose à B, qui va à son tour donner quelque chose non pas à A, mais à C, qui va lui-même donner quelque chose à D, qui va donner à E, ou bien à A. Les phénomènes de don et de contre-don sont donc aussi des phénomènes collectifs. Ce que je viens de décrire, c'est donc une chaîne de dons, une chaîne de relations. Prenons un exemple en matière de relations professionnelles, tiré des travaux de Caillé et de Grésy. J'espère que vous allez bien comprendre cette idée de la réciprocité élargie. Je vais prendre l'exemple du métier, de l'apprentissage du métier. Quand nous débutons dans un métier, nous pouvons très difficilement rendre directement à celui qui nous a introduit dans le métier, celui qui nous a tout appris. Ce n'est d'ailleurs pas ce qu'il nous demande en général,
car le don s'inscrit justement dans une chaîne de dons, qui s'inscrit elle-même dans une chaîne de relations. Celui qui nous a tout appris a lui-même reçu d'un plus ancien ce qu'il nous a transmis. Il donne parce que lui-même a reçu quelque chose d'un ancien, et à notre tour, plus tard, nous serons amenés à donner à un plus jeune. C'est comme cela que le don se propage et vient nourrir un métier et préserver une identité professionnelle. En outre, dans les phénomènes de don et de contre-don, le contre-don est toujours différé. Il peut par exemple avoir lieu des mois, voire des années après le don initial. Sinon, il ne s'agit pas véritablement d'un don, il s'agit d'un échange utilitaire. Ce n'est pas un don. Enfin, on peut voir dans les réflexions de Mauss concernant le paradigme du don, on peut voir dans les réflexions de Mauss sur le don, en fait, un paradigme dans le sens où on peut appliquer la théorie de Mauss à toutes les sociétés humaines. Ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant, y compris nos sociétés modernes. Nos sociétés modernes fonctionnent toujours selon des principes archaïques, selon Alain Caillé. C'est-à-dire que nos sociétés modernes fonctionnent encore à partir du cycle donner, recevoir et rendre. Cette triple obligation de donner, de recevoir et de rendre est encore d'actualité. C'est tout du moins ce que soutiennent Alain Caillé et Norbert Alter. La théorie de Marcel Mauss peut aussi évidemment s'appliquer aux organisations. Norbert Alter, en tant que sociologue, est le premier à avoir appliqué le paradigme du don aux organisations. C'est ce que nous verrons dans la prochaine séquence vidéo. Au revoir.